Un plaisir de vous retrouver, mesdames, messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes le 31 juillet 2018. Nous sommes à la veille de la commémoration des 58 ans de l'accession de notre pays à la souveraineté internationale. Bonne fête donc de l'indépendance par anticipation à toutes et à tous. La patrie a besoin de nous. Le grand rendez-vous s'installe ainsi. Un grand plaisir vous et de partager ces plateaux qui vont s'annoncer. En attendant, voici pour vous la météo. Histoire donc de bien vous installer, de prendre place chez vous, au bureau, enfin, peu importe l'endroit où vous nous recevez, nous sommes là pour vous accompagner cette soirée du mardi. Alors au sommaire, nous aurons 3 plateaux. Ils sont désormais fixés, les candidats au certificat d'études primaires CEP, édition 2018, un taux de réussite de 64,44% au plan national, légèrement en dessous de l'an dernier. Nous recevrons ce soir un promoteur d'établissement qui partagera avec nous ses impressions sur le rendu des apprenants. Du CEP, on va oser extrapoler le BPC et retrouver les élèves au secondaire avec ces derniers. Pas toujours facile pour les élèves de trouver leur voie après le baccalauréat. Un post sur Facebook tout récemment d'un activiste tire donc la sonnette d'alarme. Certaines filières, selon lui, ne devraient plus exister. Qu'est-ce qui motive cette affirmation de sa part? Restez avec nous pour le savoir. En page santé avec Heureuse d'Anandé, nombreux sont ceux-là qui souffrent de l'hémorroïde, cette maladie gênante où aujourd'hui, par la phytothérapie, nous pouvons donc estimer ou supposer trouver des gens qui ont souffert de l'hémorroïde, donc guérir de ce mal. On en parle dans la rubrique nature et bien-être. Nous aurons des informations ça et là recueillies sur la toile dans ActuWeb. Et comme vous le savez, le grand rendez-vous, c'est aussi le journal. Le 19h45 de ce soir portera la signature de Amandine Anembossou à la présentation. Amandine, bonsoir. Bonsoir à vous, Karamat Agbatao. Le drapeau national, symbole de respect, visiblement en perte de valeur. Pourquoi et que faut-il faire pour la restaurer? La réponse dans le 19h45. Les manifestations officielles du 58e anniversaire de la fête de l'indépendance du Bénin se déroulent sur la place de l'Étoile Rouge. Des déviations prévues à cet effet ne sont pas du goût des riverains. L'hépatite, une maladie silencieuse et mortelle. Le ministère de la Santé a organisé une séance pour sensibiliser les populations sur l'importance du dépistage et de la prise en charge. Voilà Karamat Agbatao, le menu du journal de ce soir.
Merci Amandine pour ce sommaire. Ça donne vraiment envie de vous suivre à 19h45. Ça fait dans un peu moins de 45 minutes maintenant. Chers téléspectateurs, prenez donc le rendez-vous. Mais en attendant, restez avec nous puisque le développement, on en parle tout le temps. C'est du début jusqu'à la fin de ce plateau, le grand rendez-vous pour le compte de ce 31 juillet 2018. Alors, le tout premier plateau que nous installons, c'est bel et bien nature et bien-être. Ah oui, il paraît que les hémorroïdes se soignent et ceci par la phytothérapie. Nous aurons une voix plus indiquée pour nous l'affirmer et heureuse d'annoncer celle-là qui s'occupe donc de la page santé sur Bénin Business 24. Mais avant, le temps donc de les installer les deux, on va faire un tour à la régie et c'est pour regarder ce reportage. L'hémorroïde est un plexus veineux qui se trouve au niveau du canal anal et du rectum présent chez tout individu. Elle devient pathologique lorsqu'elle commence par entraîner des troubles chez l'individu. Nous avons premièrement une hyperpression artérielle au niveau des plexus hémorroïdaires. Le deuxième facteur est un facteur mécanique qui est lié à un ligament au niveau du pelvis, ce qu'on appelle le ligament de Parks, qui a pour rôle de soutenir ce plexus veineux. Il existe deux grands groupes d'hémorroïdes qui dérivent de la distribution du plexus hémorroïdaire, d'où les hémorroïdes internes et celles externes. Les différentes recherches scientifiques effectuées permettent de dégager certains facteurs qui favorisent le mal. Au nombre de ces facteurs, nous avons l'hérédité. Il a été prouvé que lorsque vous avez des membres de votre famille sur certaines générations qui ont développé des hémorroïdes, vous avez un risque plus accru de développer ces hémorroïdes par rapport à la population générale. À part l'hérédité, nous avons des facteurs alimentaires qui peuvent favoriser l'apparition des hémorroïdes. Au nombre de ces facteurs, nous avons l'alimentation trop riche en épices, l'alimentation trop riche en viande et l'alimentation trop riche en éléments constipants. En cas d'hémorroïde interne, l'identification se fait lors d'un examen appelé anoscopie, contrairement à l'identification de l'hémorroïde externe. S'agissant des hémorroïdes externes, le diagnostic est très simple. Il se fait pendant l'examen clinique que réalise le médecin. Le malade est mis dans une certaine position et le médecin écarte simplement les fesses. Et ça lui permet de regarder au niveau de l'anus et de faire le diagnostic. Caractérisé par une douleur au niveau de l'anus, des saignements ou les boules de chair, l'hémorroïde requiert une multitude de traitements qui dépendent du stade évolutif de la pathologie. La première chose à faire, c'est de réduire la consommation de la viande, des boissons alcoolisées, des épices, des moyens médicamenteux. Nous avons les médicaments qui sont des vénotoniques, qui augmentent la tonicité des veines. À part les moyens médicamenteux, nous avons les moyens instrumentaux, nous avons les moyens chirurgicaux. Au niveau de l'anus, plusieurs autres pathologies sont présentes et semblables à l'hémorroïde. Cependant, elles sont pour la plupart plus graves et mortelles. Exemple du cancer de l'anus, dont les symptômes sont similaires à ceux de l'hémorroïde. Qui l'aurait cru? En tout cas, moi, je n'y croyais pas jusqu'à ce que je découvre ce reportage de Sylvania Tchanou, à qui nous disons merci. Merci aussi à son cadreur pour ces images. Heureuse d'Alandé, bonsoir à vous. Bonsoir, Karamata Batao. Alors, demain, c'est la fête du 1er août, tout à fait, n'est-ce pas? Tout à On fait. parle de l'indépendance. Est-ce que vous vous sentez indépendante dans votre secteur santé sur BB24?
Bon, je pourrais parler d'indépendance, d'autant plus qu'on nous laisse le libre choix, le soin de choisir nos thématiques, d'avoir des invités sur le plateau et de soumettre cela à nos supérieurs hiérarchiques. Je peux dire qu'on est indépendant dans ce que nous faisons ici. C'est très important, cette autonomie, cette indépendance. Et justement, c'est ce travail-là qui vous a conduit à avoir sur ce plateau avec nous le docteur Nobimé Constant. Il est phytothérapeute. Bonsoir, docteur. Comment vous portez? Bonjour, la pleine forme, hein? Bonjour, madame. Bonne fête à vous par anticipation, c'est dans quelques heures seulement. Eh oui. Merci. Voilà. Nous parlons aujourd'hui des hémorroïdes. Il paraît qu'on peut en mourir, c'est vrai, quand c'est à une étape un peu très évoluée. Voilà, il y a tellement d'informations, tellement d'affirmations par rapport aux hémorroïdes. Nous avons alors décidé d'inviter un phytothérapeute pour aborder le sujet, après avoir eu quelques informations auprès des spécialistes de la médecine moderne. Vous avez suivi le reportage, nous avons suivi le reportage ensemble, le reportage de Sylvania Tchanou. Maintenant, au niveau de la phytothérapie, qu'est-ce qui peut être fait lorsqu'on parle des hémorroïdes? Parce que franchement, quand vous écoutez ces personnes-là qui en souffrent, ça fait quand même mal et c'est souvent malsain, je dirais, parce qu'on n'est pas du tout à l'aise dans sa peau et tout. Mais on va laisser le soin aux spécialistes de nous le dire. Alors, Monsieur Nobimé, merci d'être avec nous. Merci d'être là ce soir. Lorsqu'on parle des hémorroïdes, comment le phytothérapeute comprend cette terminologie-là? Vous savez, presque un Béninois sur deux souffre de l'hémorroïde. Un Béninois sur deux. Souffre de l'hémorroïde. On est 11 millions, ça veut dire qu'on a 5 millions au moins d'habitants. Personnes souffrant de maladies hémorroïdaires. Bon, de quoi s'agit-il? Il s'agit d'abord non seulement de l'alimentation, mais de la mastication. C'est là où ça commence. Dans la bouche. On a ceux qui avalent la nourriture sans prendre le soin de les mastiquer. De bien mastiquer. Si vous ne mastiquez pas bien, vous êtes sûr d'avoir des hémorroïdes. Ok. Parce que le bol rentre dans le système digestif et les enzymes nécessaires que la mastication aurait pu entraîner ne sont pas présents et ça continue. Et à la fin, vous êtes constipé. Vous n'arrivez pas à faire le sel à temps. Vous faites 2 ou 3 jours même sans faire le sel. L'hémorroïde peut tuer et tue. Et voilà, vous avez la réponse à votre question, Karamata Agbatao. L'hémorroïde peut tuer et ça tue. Ça tue beaucoup de gens. On a des preuves au Bénin ici que ce mal a fait partir des gens, des individus. Bon, je connais un grand phytothérapeute qui est béninois, mais qui réside au Nigeria. Okay. Bon, l'hémorroïde a failli le tuer et c'est pas à coup de téléphone que je lui ai dit, bon, prends ça, ça va aller. Même le phytothérapeute? Oui, il était là, mais il ne connaît pas. Et bon, ça dit il était dépassé par cet événement. Il a fait au moins 21 jours sans aller à la selle. Et il n'arrivait même plus à respirer. C'est normal parce qu'à un moment donné, le gros intestin va se bourrer et s'éclater. Bon, donc, je lui ai dit, bon, tu as ceci, il dit oui, tu as ceci. Bon, on a fait le mélange, je fais comme ça, pour injecter ça comme un suppositoire. Après 10 minutes, il me rappelle, il me dit qu'il a lâché, qu'il a pété, que vraiment que c'est un bon truc. Heureuse. Donc la phytothérapie a fait ses preuves. Voilà. Donc c'est très efficace contre les hémorroïdes. C'est très efficace, c'est ce que je lui ai indiqué. Mais efficace dans la prise en charge ou même dans la prévention? Dans la prévention, oui, on peut déjà, pour prévenir les hémorroïdes d'abord, commencer par boire beaucoup d'eau. Il y a des professions qui font souvent et sujettes à l'hémorroïde parce que le fait de rester beaucoup debout ou de s'asseoir pendant longtemps, ça peut amener un relâchement des tissus anneaux et c'est comme ça que vous pouvez avoir des hémorroïdes. Ça fait partie des causes. À part l'alimentation, il y a l'hérédité, comme le docteur l'a dit tout à l'heure. Il y a les professions, il y a des professions qui sont... Il y a aussi des états de santé, c'est-à-dire ceux qui souffrent de la prostate. Rapidement avoir, parce que la prostate va grossir en temps et ça va empêcher l'intestin, c'est-à-dire de fonctionner. Le rectum fait passer les excréments. Donc il y a aussi la grossesse aussi, qui peut amener les hémorroïdes. Au stade terminal d'une grossesse, bon, je peux amener... Ça veut dire que les femmes enceintes sont plus exposées, sont sujettes. Donc elles doivent pouvoir, c'est-à-dire évacuer tous les jours, quoi. On ne peut pas garder longtemps. C'est-à-dire, bon, prendre peut-être des laxatifs
Pour avoir des selles diluées ou molles, voilà, merci pour le thème. Mais lorsque je parle de la prévention, y a-t-il des plantes qu'il faut consommer pour prévenir, ou il faut juste agir sur son alimentation, agir sur son mode de vie? Bon, il y a des plantes chez nous qu'il faut prévenir. Bon, ces plantes, ça dépend de... On peut avoir quelques noms de plantes sans pour autant dire qu'il faut procéder de la sorte pour éviter toute intoxication chez soi. C'est ça. Bon, j'ai les noms scientifiques, je peux vous donner. Mais bon, déjà, notre cola ordinaire, qu'on dit cola, vous connaissez cola, non? Que les grands-mères mangent? Oui, non, c'est pas un cola, un fruit là qu'on appelle l'amandier. Oui. Le cola, quand vous voyez, bon, ça traîne là. Oui. Et ça là déjà... Et même là, si vous mangez déjà souvent l'amandier, l'amande de l'amandier, vous allez aller à la selle correctement. Vous pouvez préparer les feuilles, et puis bon, ça va. Au cas où vous avez déjà l'hémorroïde externe, vous pouvez prendre les feuilles qui sont tombées de l'amandier. Déjà sèches? Non, pas sèches, tout juste tombées. Tout juste tombées? Oui. Et c'est rouge là, vous faites une décoction, et puis vous asseyez dedans. Dans l'eau tiède, et vous asseyez dans un bain de siège. On appelle ça bain de siège. Bon, ça va vite remonter. Vous allez. Mais pour la prévention... Oui, pour un adulte, je ne vous coupe pas, docteur, mais pour un adulte, comment est-ce qu'il va faire ce bain assis? Pour les tout petits, ça va se comprendre. Il suffit de disposer d'un... Quand le mal est là, vous n'avez pas le choix, Karamata Agbatao. Je ne sais pas si vous comprenez, parce qu'il faut apporter des solutions. Je vous remercie, parce que les bains de siège font partie de la thérapie même recommandée face aux hémorroïdes. Donc vous suffit d'acheter une grande bassine et de les disposer chez vous. On appelle ça gendarme, vous pouvez aller à Topa. Pour ne pas vous tromper, on dit je veux une bassine gendarme. On va vous acheter, c'est plus gros. Et là, vous disposez ça chez vous et vous asseyez dedans. Même après, même une digestion qui est un peu bancale, vous n'avez pas bien digéré, vous pouvez faire le bain de siège froid, vous vous asseyez dedans. Et vous vous imprégnez un peu. Là, on est nu, hein? Complètement. Voilà. Complètement. Comme un verre de Comme terre. si on fait sa toilette intime. Oui. Faites l'eau. L'eau peut être même un peu glacée. Et puis, bon, vous vous asseyez dedans. Là, bon, c'est les intestins, tout ça là, qui chauffe. Là, bon, ça, quand ça a la fraîcheur, le sang commence pas à couler. Vous pouvez faire maintenant une constipation. Vous pouvez aller rapidement à la selle. Après un bain de siège, oui. D'accord. Et l'intervention de la phytothérapie, c'est en même temps au niveau de l'hémorroïde interne comme au niveau de l'hémorroïde externe. Oui. Mais quand est-ce qu'il faut aller voir les phytothérapeutes lorsqu'on parle du traitement de l'hémorroïde, que ce soit à l'interne ou externe? Bon, une fois que vous faites 2 jours sans aller à la selle, la première chose, c'est que vous n'avez pas besoin de voir un phytothérapeute, mais vous allez chercher à avoir un laxatif. Il y en a des laxatifs sur les marchés. C'est né, par exemple, là, qu'on appelle la Gouegbe, là. Vous pouvez le prendre comme en mettant même du lait dedans, comme du thé. Vous pouvez prendre ça, et puis bon, vous allez voir que vos selles seront rapides et puis molles. Donc des feuilles très... Oui, j'entends souvent parler de ça. Quand vous prenez, c'est quelques minutes après, vous allez rapidement à la selle. Oui. Très efficace. Vous pouvez inscrire ça dans votre... du moins ça. Dans le programme, votre emploi de temps. C'est-à-dire après le manger, vous prenez, vous mangez. Avant de dormir le soir, il faut prendre au moins une tasse. Là, vous êtes à l'abri quand même de la constipation. Vous êtes à l'abri maintenant des hémorroïdes. Parce que ça commence par la constipation. C'est-à-dire le fait que les éléments restent longtemps dans le rectum. Et donc, ça provoque beaucoup d'autres maladies. Ce n'est pas seulement l'hémorroïde. D'accord. Ça peut dire Agogbe dont vous parlez peut traiter beaucoup d'autres maladies comme l'hémorroïde. Non. C'est un laxatif, ça ne traite que... Bon, ça prévient les hémorroïdes. Je parle du traitement. Parce que quand ça sort, est-ce qu'il y a des plantes qu'il faut utiliser qui peuvent faire... il y a des plantes. Retourner, je ne sais pas où faire entrer. Le docteur a certainement le nom de quelques plantes. D'accord, non. Il y a, vous savez, ce que la médecine moderne préconise pour certaines affections, et en matière de thérapie, la médecine traditionnelle, c'est autre chose. Oui, parlez-nous de ça. Donc, ce qui
Et ce que moi je vais vous parler, je vais parler peut-être des opérations sans couteau. Il y a des trucs que nous pouvons faire et quand celui qui a son intestin sorti, tout ça là, rapidement, si le rectum est sorti, on lui fait un petit truc et ça rentre toujours. Ça retrouve sa place initiale. Et c'est des feuilles ou... Oui, c'est des feuilles, c'est à base de plantes. Le docteur va nous donner quelques noms de plantes. De plantes. Heureuses. D'accord. Donc on continue par dire aux amis téléspectateurs qu'ils s'ils souffrent des hémorroïdes. Il y a une solution possible au Il y a niveau des de la solutions phytothérapie. possibles. Absolument. Et Absolument. ça passe aussi par la phytothérapie. Mais l'autre problème, c'est le coût de ce traitement. Est-ce que le traitement par la phytothérapie ne coûte pas cher? Est-ce que c'est accessible à la masse? Non, d'abord, il faut du moins éduquer le grand nombre sur certains comportements. Comme le docteur l'a dit tout à l'heure, il faut d'abord manger selon son groupe sanguin, ça c'est fondamental. Et puis bon, bien mastiquer ses aliments, éviter tout ce qui est de nature à vous amener la constipation, et les viandes, le pain, tout ça, bon. Même les garis, les gombo, il faut le limiter. Non, on ne va pas éviter, docteur. Ça fait partie de nos aliments de base. Ça dépend. Si votre groupe sanguin vous demande d'éviter, il faut l'éviter. Parce que il faut manger en fonction de son groupe sanguin. On ne va pas finir ce plateau sans que le docteur nous donne quelques noms de plantes. Voilà, ça, il est là. C'est ça, d'accord. Vous connaissez Parkia biglobosa? Vous pouvez aller avec les thèmes qui ne sont pas scientifiques. Voilà. Chez nous, oui. C'est Awati. Voilà, comme ça, là, les populations vont plus se retrouver. Vous pouvez faire bain de siège avec cela. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, vous pouvez faire les cataplasmes d'argile. Ok, l'argile aussi peut agir. Argile, oui, okay. Oui. Bon, comment on fait ça? C'est qu'il faut faire ça au coucher. Vous faites de l'argile. Si vous avez une culotte qui peut vous serrer un peu, vous regardez dedans. Docteur, ce qu'on va faire tout simplement, Heureuse, je crois que c'est même ça le nœud, même ce qu'il y a à retenir de votre passage. S'il y a possibilité avec ma collègue, elle va vous faire revenir une prochaine fois. Et là, on va attaquer le sujet directement par ces noms des plantes que tout le monde maîtrise, je l'espère bien, et qui pourra donc soulager ceux-là qui souffrent de ce mal, à savoir l'hémorroïde ou les hémorroïdes. Merci beaucoup, docteur Nobimin Constant. Merci d'être venu nous voir. Je rappelle. D'accord. Au passage, si vous voyez un détour d'une rue, ça se vend déjà dans les rues. Mastiquer, c'est la santé. Oui, ça c'est vrai. Merci beaucoup. Si vous savez bien mastiquer, vous êtes à l'abri de tout ça. De tout. Merci beaucoup, docteur. Je rappelle que vous êtes phytothérapeute. Heureuse d'Alondé. Oui, tout à fait. Merci. On a eu l'information. La phytothérapie fait ses preuves lorsqu'on parle de traitement des hémorroïdes. Merci beaucoup. C'était donc la page santé, ce qui a donc ouvert le bal de nos plateaux ce soir. Alors, d'une rubrique à une autre ou d'un secteur à un autre secteur, nous allons ouvrir à présent le secteur de l'éducation avec l'expert aidant Autant Savoir. L'expert aujourd'hui qui va nous faire comprendre, ou de lui-même le dira, que certaines filières ne doivent plus ou ne devraient pas exister normalement dans nos universités. C'est l'expert. Un invité qui s'en va, un autre s'installe. Après le docteur Nobimin, voici pour vous le docteur Isaac Hounigbe. Il est activiste. Bonsoir et merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir madame. Sur BB24. C'est moi qui vous remercie. Alors je vous ai senti un peu dépassé, un peu exaspéré, un peu révolté à la limite de ce qui se passe aujourd'hui dans le système éducatif, ce qui vous a amené certainement à faire un post sur Facebook que nous avons eu le temps de lire rapidement sur BB24. C'est que vous estimez qu'aujourd'hui, il y a certaines filières qu'on devrait sauter de nos universités. Je prends l'exemple de la géographie, de la CBG et puis de la linguistique. D'où est-ce que vous êtes parti concrètement? Vous savez, nous sommes en train de fêter les 58 ans de notre indépendance, dont la cession du pays à la souveraineté nationale et internationale. Et le constat est clair, c'est que le système éducatif de notre pays ne répond pas aux besoins de développement. Le système éducatif du Bénin n'est pas un système éducatif
qui est orienté vers le développement. Et tout le monde s'accorde à le dire. Mais les gens le disent depuis des années, mais rien n'est fait. Il n'y a pas vraiment d'action concrète, il n'y a pas des actes probants pour pouvoir renverser la tendance dans ces dynamiques que moi j'ai décidé de prendre ma plume et d'écrire et de dénoncer des choses pour appeler à l'action, pour appeler à ce que les choses changent dans ce domaine-là, parce que le système éducatif, l'éducation d'un pays, c'est le levier du développement. On ne peut pas parler de développement si on ne structure pas notre éducation, si on n'adapte pas notre éducation à nos réalités d'ici. Et c'est ce que nous n'avons pas fait depuis les années 60. Mais est-ce à dire que la géographie, la linguistique aujourd'hui n'apporte pas quelque chose? Tous ceux-là qui passent par ces branches-là ne gagnent pas quelque chose en retour pour eux-mêmes et puis pour ce qui impacte le développement par la suite. Bien sûr, toutes ces filières contribuent forcément d'une manière ou d'une autre à régler des problèmes dans le pays. Mais le constat est qu'on en a formé déjà suffisamment. Ça, c'est le constat que je fais, c'est qu'on a suffisamment formé des géographes, on a suffisamment formé des linguistes, on a suffisamment formé des biologistes. Maintenant, il faut qu'on forme d'autres compétences dans d'autres domaines. Justement, je vais vous demander de nous citer donc ces exemples où vous voulez nous faire comprendre qu'il est temps de changer ces filières déjà existantes depuis des lustres par de nouvelles. Lesquelles Avant de proposer ces filières-là, j'aimerais quand même donner quelques chiffres. Vous savez, chaque année au Bénin, 100 000 étudiants, 100 personnes sont livrés sur le marché de l'emploi par nos universités. Et les mêmes statistiques ont montré que seulement 5% sont employés par le public et par le privé. Et que seulement 10% de cet effectif arrivent à prendre des initiatives d'auto-emploi, Ça ne veut pas dire que ces 10% systématiquement vont à un auto-emploi qui réussit. Voilà, parce que d'autres études ont montré que c'est vraiment pas d'entrepreneuriat. Quand les étudiants finissent, on dit bon, c'est l'entrepreneuriat, sans oublier que l'entrepreneuriat aussi a ses exigences et que beaucoup d'entreprises n'arrivent pas à fêter leur premier anniversaire. Et donc, les 95% restants, qu'est-ce qu'ils deviennent? C'est la grande question. Si depuis, on forme en géographie, on forme en biologie, on forme en mathématiques, on forme dans tous ces domaines-là, mais que toujours 95% des personnes livrées sur le marché de l'emploi n'arrivent pas à avoir quelque chose aussi bien dans le public que dans le privé, c'est-à-dire qu'il y a un problème. Il faut avoir le courage de s'asseoir et de se dire, mais qu'est-ce qu'on fait de ces 95%-là? Les 95%, il y a le vice qui se développe, il y a les questions qui se développent, et c'est là une charge, parce qu'il y a des parents qui ont investi dans leurs enfants, qui grandissent, mais arrivés à un niveau, ils sont obligés de continuer, pas investir justement parce que l'enfant a fait un programme, l'enfant a fait une filière qui n'arrive pas à lui permettre donc de créer de la richesse et de pouvoir gagner de l'argent. C'est pour ça que moi j'estime qu'il y a des filières aujourd'hui où on a suffisamment formé et il faut arrêter d'en former, il faut suspendre, il faut mettre en jachère ces filières-là. Donc pas les supprimer définitivement? Non, pas les supprimer, on peut les mettre en jachère pour 5 ans, pour 10 ans, le temps d'absorber ceux qui sont déjà formés et qui attendent. D'accord? Et orienter maintenant les nouveaux, parce qu'on va se dire, mais les nouveaux deviennent quoi? Orienter maintenant les nouveaux bacheliers vers d'autres filières porteuses. Et je vais vous donner des exemples. Nous avons le Nigeria qui est à côté. Et on dit que l'économie béninoise est fortement dépendante de l'économie du Nigeria. Vous avez des secteurs qui portent aujourd'hui au Nigeria. Vous avez le secteur de la cinématographie. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on forme suffisamment de cinéastes pour aller concurrencer, pour aller sur le marché de l'emploi nigérien? Mais ça commence tout petitement déjà au Bénin. Mais ce n'est pas encore important comme les grandes filières. Normalement, c'est des filières comme la cinématographie qu'on devait avoir en grande quantité, en grande importance, et la géographie autre en petite. Ce n'est pas l'inverse. Vous prenez la photographie aujourd'hui, vous avez des jeunes. Aujourd'hui, la photographie prend de l'ampleur, mais il n'y a pas vraiment une école où on apprend aujourd'hui de la photographie. Ce n'est pas quelque chose d'assez évident. Et donc, avec l'explosion aujourd'hui des smartphones, des TIC, voilà. Chacun, c'est le selfie, le mode selfie qui se développe. Voilà, donc quelqu'un peut finir et apprendre la photographie et gagner sa vie. Aujourd'hui, vous avez des photographes qui gagnent énormément de leur vie. Pourquoi ne pas orienter nos étudiants dans ces domaines-là? Vous avez toujours le Nigeria qui fait du pétrole, qui produit du pétrole. Mais ici, on n'a pas d'école en industrie pétrolière. On n'en a pas. Alors que nos étudiants peuvent se faire former dans ce domaine-là et aller sur le marché de l'emploi nigérien.
Vous avez d'autres domaines, l'éthique aujourd'hui, on est à l'aide du numérique, l'élaboration des sites web. Vous avez beaucoup de choses qui peuvent se faire, mais on n'a pas de formation dans ce domaine-là. Au pire des cas, ou au mieux, vous avez quelques privés qui prennent des initiatives. Donc aujourd'hui, il faut mettre en place ces genres de filières, suspendre ces filières qui bouffent de l'argent à l'État. Parce que sans vous mentir, vous avez pas seulement l'État, au contribuable, puisque l'argent de l'État, c'est l'argent du contribuable. Vous avez quelqu'un qu'on met à l'école, qui fait le primaire, qui fait le secondaire, l'université. On investit tout le temps. Vous imaginez l'argent que les parents investissent. Les étudiants qui souffrent à l'université, ils ont du mal à trouver des amphis pour s'asseoir. Difficilement ils trouvent pour vivre. Et l'État qui parfois paie des bourses à ces étudiants-là, mais qui finissent, mais qui ne produisent pas, qui n'apportent pas de la richesse. Vous savez, aujourd'hui, on continue d'importer le papier hygiénique, n'est-ce pas? Les engrais chimiques, on ne les produit pas ici. Les machines agricoles, on est obligé de les importer. Mais pourquoi chez nous, on ne peut pas mettre en place des filières qui permettent à nos étudiants, aux personnes de chez nous, de savoir faire ces choses-là pour pouvoir produire de la richesse? C'est là les vraies questions qu'il faut se poser. Et tant qu'on ne va pas se poser ces questions, tant qu'on ne va pas s'asseoir pour dire, eh bien, voilà ce qu'il faut faire, voilà les choses qu'il faut supprimer, voilà la révolution qu'il faut mettre dans le système éducatif, c'est que le développement ne sera pas pour aujourd'hui. Les gens vont passer faire des discours, les gens vont dire, ben voilà, le système éducatif est important, mais tant qu'on ne va pas agir, rien ne va avancer. Et c'est ce qui vous a amené à dire, ce qui vous a amené à dire, on se trompe, on s'est tout le temps trompé. Tous les ans, de milliers de bras valides détruisent leur talent et leur avenir en s'inscrivant dans des filières sans issue parce que n'ayant pas le choix ou pour avoir été mal orientés. Donc il est temps de revoir les choses ou de voir les choses autrement. Ah oui, vous prenez par exemple des gens, des étudiants très brillants qui peuvent être très forts dans des domaines, mais qui, parce qu'ils ont peut-être une mention très bien au bac, vont faire la médecine. Alors qu'ils peuvent aller dans un... Parce qu'aujourd'hui, le problème c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, quand un étudiant a mention très bien au bac, automatiquement les gens lui disent allez faire la médecine, allez faire la pharmacie. Or, il y a des domaines plus importants, je ne dis pas que la médecine n'est pas importante, mais il y a des domaines, on a déjà formé à cette médecine, il y a des médecins qui chôment au Bénin déjà, donc il faut le savoir. Donc il y a des domaines où on peut investir ces talents-là que nous avons et avoir le retour sur investissement. Vous êtes sûr qu'il y a des médecins aujourd'hui qui chôment au Bénin? Bien sûr, vous pouvez faire l'enquête. S'ils chôment au Bénin, ils ont la possibilité d'aller voir ailleurs, de s'offrir d'autres horizons. Et justement, c'est ça le danger. Parce que les médecins qui sont formés et qui n'arrivent pas à s'en sortir ici, ils sont obligés de partir. Et ce sont des cerveaux que le Bénin perd, c'est une fuite des cerveaux. Et moi, je trouve ça dangereux pour un pays de laisser partir ces cerveaux. Pourquoi ne pas mettre en place une politique qui recense les meilleurs au baccalauréat et qui leur explique que pour des besoins stratégiques du pays, qu'il faut qu'ils fassent telle filière. Nous aurons d'une manière ou d'une autre un jour à exploiter peut-être notre or. Nous aurons peut-être un de ces jours à exploiter le nucléaire. Mais on ne développe pas de potentialités dans ces secteurs-là. On n'a peut-être pas des spécialistes. Donc vous pensez, Monsieur Hounibé, que le Bénin peut regarder dans le sens du nucléaire aujourd'hui face à la Corée, face aux États-Unis? Ce sera du nucléaire civil pour produire par exemple l'électricité. Vous savez que dans un pays comme le nôtre, l'électricité reste encore un défi. Et le nucléaire peut permettre de régler définitivement ces problèmes-là. Vous avez également les patients qui doivent subir des traitements de radiothérapie, mais qui ont du mal, qui sont obligés d'aller en Afrique du Sud, qui sont obligés d'aller au Ghana. Donc, en aidant à spécialiser des étudiants brillants dans ces domaines-là, on peut régler plein de problèmes. C'est pour ça que je dis qu'il faut aujourd'hui qu'on prenne conscience de cette réalité de l'éducation dans notre pays. C'est fondamental parce qu'il y a plein de talents qui se détruisent, plein de gens qui peuvent être scellés dans des domaines qui peuvent nous rapporter de l'argent, qui se détruisent. Et c'est dommage parce que vous prenez par exemple un étudiant qui peut se retrouver peut-être à l'EPAC, très brillant, mais parce qu'il ne maîtrise rien, il n'a pas été orienté, il échoue, on le renvoie, il ne commence pas à flâner. Ça pose quand même un certain nombre de problèmes. Donc l'État doit se réapproprier la question de l'éducation. On doit réfléchir, les cadres de ces niveaux-là doivent pouvoir penser à l'avenir du pays et se dire, il faut qu'on fasse quelque chose, il faut que le Bénin se positionne sur un certain nombre de questions et c'est vraiment important pour l'avenir du pays. Merci beaucoup. Alors, il faut former des cadres qui vont par la suite produire de la richesse pour la nation. C'est très important et éviter la fuite des
talents, la fuite de nos cerveaux et tout centralisé ici au Bénin pour un développement local, pour impulser un nouveau départ, voilà, à notre économie, à notre développement. Si vous permettez, aujourd'hui, l'échappatoire qu'on donne aux étudiants, en tout cas ceux qui chôment, c'est aller à l'entrepreneuriat. Ah oui. Comme si c'était quelque chose d'assez évident. Voilà, tout le monde se lève, on dit aller à l'entrepreneuriat. Ce n'est pas aussi évident. Pourquoi ne pas insérer dans le programme scolaire, dès la base, des cours sur l'entrepreneuriat? On ne le fait pas. Mais vous ne pouvez pas demander à quelqu'un à qui dans la tête, on a formaté la fonction publique, on a formaté le salariat, d'aller à l'entrepreneuriat une fois ses études finies. Donc, c'est même le contenu des formations qu'on doit revoir. Mettre des choses sur l'entrepreneuriat, mettre des choses sur le développement personnel. Aujourd'hui, c'est les programmes étrangers qui forment nos jeunes. Vous prenez la Fondation Frédéric Chébet, vous prenez le YALI. C'est des programmes financés par les autres qui forment nos jeunes aux questions de leadership, aux questions de développement personnel. On doit pouvoir intégrer aussi tous ces aspects-là dans le système éducatif. Et quand vous prenez par exemple une filière comme l'anglais, prenez des gens qui sont sur le campus mais qui ne peuvent pas dire 3 phrases en anglais. Pourquoi cette faculté ne peut pas prendre sur elle la décision d'envoyer systématiquement ces étudiants au Nigeria, par exemple? De façon pratique, puisque ce sont vos écrits, puisque c'est vous qui avez osé envoyer cela sur la toile, par quelle filière allons-nous alors remplacer la géographie, la linguistique et la CBG pour ces 3 exemples que vous avez pris? Ouais. Vous avez par exemple un domaine, je l'ai cité, comme la photographie, qu'on peut développer. Est-ce que vous voyez? Vous prenez... Et qu'est-ce que ça va apporter de nouveau, la photographie? Qu'est-ce que ça va apporter de nouveau que les autres filières où vous estimez que l'échec se fait déjà ressentir? Oui. C'est que ça va permettre aux gens, déjà, au cours de l'apprentissage, de servir à quelque chose. D'aller déjà au niveau d'être recruté peut-être par les agents de communication. Vous prenez par exemple un domaine aujourd'hui comme le community management. Il y a plusieurs qui s'autoproclament community manager et qui sont recherchés partout. Le marketing digital. Voilà des domaines aujourd'hui, il n'y a pas une formation certifiante en marketing digital. On peut instituer à l'université, dans nos universités, une filière en marketing digital. Et on va former des gens qui seront très bons dans le numérique, qui pourront accompagner les entreprises, qui pourront initier des stratégies de communication innovantes dans le numérique. Et je pense qu'il y a de ces domaines-là qu'il faut valoriser. Il faut que notre système éducatif s'adapte aux réalités de notre temps. Parce qu'il ne sert à rien d'investir dans des jeunes, d'investir dans l'éducation pour former des gens qui ne servent finalement à rien. Merci beaucoup et j'espère que nous allons éviter le pire, la catastrophe, en revoyant les choses comme vous le proposez. Isaac Hounigbe, merci d'être passé nous voir. On sent vraiment que vous avez la rage de vaincre et que j'espère que vous drainez pas mal de jeunes avec vous dans ce combat que vous menez, qu'il n'est pas personnel, il est aussi un peu élargi. Bien sûr, je pense que c'est un plaidoyer. Voilà. C'est un plaidoyer qui va se mettre en place et qui va consister à faire prendre conscience à nos autorités, aux parlementaires, à nos politiques qui sont plus dans la guerre politique, qu'il y a des choses qu'il faut faire, les amener à prendre conscience de tous ces enjeux-là. C'était donc l'expert Isaac Hounigbe à qui nous disons merci d'être passé nous voir pour ce développement sur l'éducation qu'il faut revoir et faire un bon lien avec nos besoins sur le marché de l'emploi et impulser une nouvelle dynamique, impulser le développement à notre pays. Alors, en entendant le journal, nous allons ouvrir une autre rubrique et c'est « Autant savoir ». Et oui, les parents, ceux-là qui ont présenté leurs petits-enfants au certificat d'études primaires sont contents. Pour ceux-là qui ont eu la mention admis ou admise, ils sont contents. Félicitations, chers parents, félicitations aussi à vous, chers petits élèves. C'est maintenant que ça vient de commencer, le parcours reste encore. Alors nous allons parler de ce diplôme, le premier du cursus scolaire. Qu'est-ce que ça devient? Quelle est son utilité réellement? On en parle. Voici pour vous le reportage qui va installer Agnat Bello et son invité. Passé normalement à la fin du cours moyen deuxième année CM2, le CEP a pour fonction de marquer la fin des études primaires et constituer l'ouverture vers l'enseignement secondaire. Le CEP, c'est le minimum que l'enfant moyen peut avoir et qui lui donne le quitus, qui lui permet de quitter le cycle primaire pour commencer le cursus du secondaire. L'examen que constitue le CEP à caractère national
qui permet d'apprécier sur la base des mêmes épreuves le niveau d'apprenant ayant évolué dans différents départements, ayant évolué avec différents enseignants. Premier examen de la scolarité, il débute vers les années 1910, connaissant au fil du temps diverses appellations. Certificat de fin d'études primaires CFEP, contrôle des études de fin de l'enseignement de base CFEB, certificat d'études primaires élémentaires CEPE. Plus de 100 ans après, il demeure d'une haute importance pour plus d'un. C'est le premier diplôme et nous l'avons fait, nos parents ont fait. Je pense que c'est quand même, ça a son importance du fait que c'est pour jauger quand même le niveau de l'enfant avant son entrée au collège, parce que le collège c'est un autre monde. Quand vous prenez nos parents qui avaient eu le CFEB et qui n'ont pas continué au secondaire, vous les voyez s'exprimer, écrire, et que vous prenez aujourd'hui un enfant qui a le CEP, la différence elle est très nette. Toutefois, je ne dirais pas que le CEP n'est pas utile. Le CEP en lui-même, c'est un examen. Et ça permet donc d'apprécier le niveau des apprenants à bas niveau déjà. Pour d'autres, par contre, l'inexigence du CEP dans les offres d'emploi et recrutement d'agents permanents de l'État suffit à justifier l'état désuet de ce parchemin. Je pense que quelque chose est utile lorsqu'elle apporte une plus-value. Elle permet d'avoir quand même des bénéfices derrière. Et un diplôme aujourd'hui doit pouvoir ouvrir des portes d'emploi ou permettre d'avoir accès à beaucoup d'opportunités. On ne peut plus travailler avec le CEP aujourd'hui. Ça ne permet plus d'avoir un emploi décent ou de faire quoi que ce soit. Actuellement, le CEP ne donne plus, ça ne permet plus d'avoir un emploi en tant que tel. Ça ne permet plus d'avoir ici un emploi. Déjà que le BPC est déjà ramené un peu vers le bas et le CEP s'attend vers la disparition. Supprimer un parchemin formellement désiré par un peuple à près de 65% analphabètes, reste là la grosse interrogation. Alors, le certificat d'études primaires, comme je l'ai annoncé, c'est le sujet de Autant Savoir aujourd'hui, qui reçoit Amadou Saliou, fondé d'établissement privé, c'est ça? Bonsoir, monsieur, comment vous allez? Bonsoir, madame, ça va? Bonne fête de l'indépendance par anticipation à vous. Merci. Vous êtes content d'avoir 58 ans d'indépendance si. Dans le secteur éducatif, si. N'est-ce pas? Si. D'accord. Aniat Bello. Bonsoir à vous. Bonsoir à vous, mesdames et messieurs. Bonsoir, Chine. Alors, le verdict est tombé. Les enfants sont fixés. Là, on attend le tour des peu plus grands, le BPC, et puis on va parler du baccalauréat par la suite. Mais c'est le certificat d'études primaires. Alors, que vaut cet examen aujourd'hui? Que vaut cet examen aujourd'hui? C'est sûr qu'on en parlera, mais avant déjà, on va apprécier un peu le niveau des enfants qui ont participé à cet examen. Et nous avons la chance d'avoir un promoteur d'établissement privé sur ce plateau. Il est également secrétaire général du collectif des chefs d'établissement du littoral, Amadou Saliou. Bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, les enfants ont été au CEP, et beaucoup, en tout cas certains sont admis, d'autres ont échoué. Pour vous, où en est-on par rapport au niveau de ces apprenants? Merci, madame. Je crois que au fur et à mesure nous évoluons dans le système, on constate que les résultats chutent d'année en année. Si nous prenons donc le résultat du CEP de l'année dernière, nous avons un taux donc de 65%. Cette année, nous avons 64,44%. Donc, il y a 0,75% donc de différence par rapport à l'année dernière. Êtes-vous inquiet qu'il arrive une année où nous ayons 10% de taux d'examen sur le territoire national? Aniat Bello, et nous allons le découvrir, le savoir, si vous le permettez, dans 15 minutes. Et c'est le 19h45. Amandine Anembossou, je vous renvoie l'antenne. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres du journal. Le drapeau tricolore vert, jaune et rouge est l'emblème
Chaque Béninois a le devoir de le respecter, mais ce respect pour le drapeau national est en perte de valeur. Même 1er août, le Bénin fête ses 58 ans d'indépendance. C'est la place de l'Étoile Rouge qui accueille les manifestations officielles. Les déviations prévues à cet effet sont diversement appréciées des riverains. Tester et traiter les hépatites, cette thématique était au cœur d'une séance de sensibilisation à Cotonou. Objectif, sensibiliser sur cette maladie silencieuse mais mortelle. Demain, 1er août, le Bénin célèbre le 58e anniversaire de son accession à la souveraineté internationale. 58 ans d'indépendance pour ce pays au drapeau vert, jaune et rouge. Un drapeau qui perd de plus en plus en respect. Le système éducatif serait mis en cause. Les détails dans ce reportage de Yasmine Damata et Rodrigue Babagbeto. C'est une pièce d'étoffe qu'on attache à une espèce de lance de manière qu'elle puisse se déployer et flotter au vent. Le drapeau, bien au-delà d'un indicateur de point de ralliement, sert aussi à distinguer une nation. Le Bénin a depuis 1990 décidé d'opter pour son drapeau tricolore de 1960, le vert jaune rouge. Notre drapeau, le drapeau national, c'est vert jaune rouge. Le vert, c'est l'espoir. Le rouge symbolise le courage que nos ancêtres ont déployé, ont utilisé pour défendre les limites de notre territoire national. Et ensuite, nous avons le jaune qui reprend l'espoir, l'espérance d'un pays riche. Celui qui se trouve en face du drapeau national doit se dire « Je suis devant un symbole de courage ». C'est-à-dire nos anciens qui se sont battus pour que nous puissions avoir notre territoire. Cependant, cette idée semble de plus en plus désuète dans l'esprit des Béninois. Respecter son drapeau national est aujourd'hui la chose la moins partagée. Avant, par exemple, quand on est en train de monter le drapeau quelque part, ou bien en train de descendre le drapeau quelque part, que tu passes, on s'arrête. On attend au moins pour 5-10 minutes avant de partir. Mais aujourd'hui, on s'en fout. C'est quoi pour toi le drapeau? Je sais pas. Je sais pas. Tu connais au moins les couleurs du drapeau national du Bénin? Oui, rouge, jaune et vert. Pour toi, déjà, quand le drapeau national, on met c'est sur une main en haut et qu'il y a le militaire qui doit monter, quand tu vois, quel doit être ton comportement? Sérieux? Sérieux? Je sais pas. Une situation qui suscite une question. Qu'est-ce qui peut bien expliquer cette perte du respect pour le flambeau national? C'est toujours les dirigeants. Dans ce pays, il y a toujours un perpétuel recommencement. Quand un gouvernement arrive et commence, et que l'autre arrive, tout ce que l'autre a fait est mauvais. Nous devons imputer cette responsabilité-là d'abord à nous-mêmes. Parce qu'il faut assurer la relève. La relève ne peut être assurée que par les anciens. La responsabilité serait bien tout autre, résidant dans la quasi-inexistence des mâts dans certains établissements privés. Dans certaines écoles privées de la place, le salut au drapeau n'est pas observé. C'est enseigné de façon théorique, mais la pratique n'est pas observée pour défaut du mât. Pour les événements nationaux, le drapeau est mis en avant avec fierté. Cependant, la culture d'une nouvelle conscience sur sa valeur s'impose. La place de l'Étoile Rouge accueille une nouvelle fois les manifestations entrant dans le cadre de la célébration de la fête de l'indépendance. Dans les maisons ou immeubles immédiats où se mènent des activités économiques, comment vit-on ces périodes de préparatifs et de célébration du 1er août? Élément de réponse avec Mathieu Sokenou et Arnaud Adadja. Encore une fête de l'indépendance à la place de l'Étoile Rouge cette année. Dans ces quelques jours, comment se portent les petites activités dans les installations et boutiques environnantes? Ça agit totalement sur la vente. Et quand on bat comme ça, selon moi, je trouve que ce n'est pas du tout bon. Si on peut trouver un moyen, barrer serait proche de là où ils travaillent, ça serait mieux pour nous les commerçants. Parce que
Si le pays va développer aussi, ça dépend aussi des commerçants. Circuler en ce moment-là devient un calvaire. Et surtout nous qui sommes à Calavi et qui tout le temps devront affronter le trajet Calavi-Cotonou, ville, ça pèse beaucoup. Et quelquefois, c'est avec beaucoup de pincement au cœur qu'on traverse la ville. Ça nous dérange un peu parce qu'à partir du soir maintenant, les gens titent de l'autre côté là-bas pour venir pour manger ici et ne pourra plus passer pour venir manger. Donc on reste jusqu'à 1h du matin. Après ça, il n'y a plus de clients. Donc ça nous dérange parce qu'on ne vend plus. Toutes les voies sont fermées. Il n'y a pas non plus de vente. Un, 2, 3 jours d'attente et puis c'est fini. La vie va reprendre son cours. Pour les plus patriotes, qu'ils soient nigériens ou béninois, la fête de l'indépendance se fête une fois l'an. On sait que chaque année c'est comme ça. Si nos activités baissent, on ne peut que l'accepter ainsi. C'est quelque chose qu'on fait toute l'année. Ça veut dire que ça marche, ça n'a pas marché là. On sait que quelque temps et ça finit. Et là, ça va commencer encore. Ce n'est donc qu'une fermeture momentanée. Une preuve de sacrifice. Dédoubler ou multiplier les voies sont quelques solutions préconisées pour préserver le lieu du monument historique comme point d'ancrage qui permet de réactualiser les visions communes de développement économique du Bénin. Pour l'instant, on fait avec. Peut-être qu'avec le temps mettra les moyens doubles pour initier une place qui serait dédiée à l'indépendance. Entre maintenir la place symbolique de l'étoile rouge ou déplacer la fête pour faciliter le petit commerce, que choisir? Et parlons du 1er août, le patrimoine vestimentaire béninois sera mis en valeur en cette veille des festivités. C'est à travers un événement baptisé la Nuit de la mode. Mais avant leur prestation sur scène, les mannequins part activement pour offrir un beau spectacle aux amoureux de la mode. Dine Bouraïma, Herman Rodrigue Amégan. Au son d'un instrumental, rime des pas et des claquements de chaussures à haut talent. Allure longiligne et regard imposant, ces mannequins revisitent sur scène ce qu'ils savent faire le mieux, défiler. La nuit de la mode est si proche et l'heure est donc aux derniers ajustements. Plus d'une quarantaine de mannequins béninois et étrangers vont fouler cette scène et révéler au public une variété de créations stylistiques. C'est un événement qu'on a tant attendu, donc depuis quelques mois, on était déjà dans l'enthousiasme de le faire et tout. Donc enfin, l'instant fatidique approche et puis on donne le meilleur de nous-mêmes, on se donne en fait. Ce sera un bon show. C'est pour la première fois que je vais défiler au Bénin. Les gens sont très accueillants et l'environnement est fantastique. Contents et impatients, les 24 créateurs de mode présents sur l'événement le sont également. Surtout, ces 8 jeunes qui ont travaillé d'arrache-pied pour se frayer un chemin aux côtés de leurs aînés et donner à voir le fruit de leur inspiration. C'est un plaisir pour nous aujourd'hui qu'on nous accepte comme des créateurs de mode, même si on est jeune, on est à côté des grands. Nous aurons le plaisir de présenter ce qu'on sait faire au peuple béninois. Et là, je prévois faire une robe de soirée, une tenue de gala pour émerveiller les dames de la salle. J'ai fait une collection qui rappelle un peu la culture béninoise. Donc j'ai travaillé avec les images, les dessins et les emblèmes des rois d'Abomey. Donc je suis allée un peu dans ce thème. Il y a 2 thèmes pour le défilé. Et j'ai fait le deuxième thème dans un thème qui fait un peu plus aérien, avec des tissus légers, de la mousseline, de la soie et tout. C'est ça le deuxième thème que j'ai travaillé. Lumière, scène, coulisses, toute la logistique est en train d'être peaufinée
Aucune place ne sera laissée au rafistolage. De cette étincelle de la bonne préparation, jaillira peut-être ce soir la lumière de la réussite. Autre élément dans ce journal, tester et traiter les hépatites, c'est sous ce thème. Les autorités en charge de la santé au Bénin et des partenaires techniques se sont penchés samedi dernier dans l'enceinte du stade général Mathieu Kérékou. L'objectif de cette séance est d'amener chacun à connaître son statut et à se faire vacciner. C'est un reportage de Petroni Lokoso, Axel Dancy, présenté par Jennifer Sachivi. Les hépatites viennent en effet rallonger la liste des menaces de l'humanité qui nous enlisent dans l'envieillissement et compromettent dangereusement notre développement. Des propos qui témoignent de la gravité de cette maladie. L'hépatite, bien que mortelle, est ignorée par 95% de la population béninoise. Sous deux formes, l'hépatite B et C tue à petit feu. Les chiffres en disent long. Les hépatites chroniques B et C sont mondialement répandues, affectant 328 millions de personnes, dont 257 millions pour l'hépatite B et 71 millions pour l'hépatite C, selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Au Bénin, les prévalences des hépatites B et C, selon l'enquête nationale commanditée par le ministère de la Santé et qui a été réalisée en 2013, ont donné des prévalences de 9,9% pour l'hépatite B et 4,12% pour l'hépatite C, situant notre pays dans les régions d'endémie élevée pour les deux maladies. Les virus de l'hépatite sont principalement causés par les substances toxiques et peuvent entraîner d'autres maladies. L'hépatite B et l'hépatite C sont la première cause de cancer du foie dans le monde. En Afrique, au sud du Sahara et au Bénin, le cancer du foie est la seconde cause de décès par cancer chez l'homme et la troisième cause de décès par cancer chez la femme. La bonne nouvelle ici, pour lutter contre cette bombe silencieuse, est la prise en charge gratuite des porteurs de ce virus. Une initiative des autorités en charge de la santé au Bénin et des partenaires techniques. Hors du Bénin, la CEMAC, la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, est à la recherche de 130 milliards de francs CFA pour relancer l'élevage et l'agriculture. Une table ronde des donateurs devrait permettre de financer le développement de l'agriculture et de l'élevage en zone CEMAC. Le sujet était au cœur d'une séance de travail tenue par le président de la commission de la CEMAC avec le secrétaire exécutif de la commission économique du bétail, de la viande et des ressources halieutiques. Les financements prévus pour l'organisation de la table ronde sont disponibles. La dernière étape consiste en la signature d'un protocole d'accord. Les différentes parties impliquées vont se retrouver à Malabo au début du mois d'août prochain. Au Maroc, le roi Mohamed VI déplore l'inefficacité du système social marocain, notamment en matière d'éducation et de santé. C'était lors de son traditionnel discours du trône. Il a reconnu que la réussite économique du pays a laissé en rade les plus démunis, une situation qui a creusé les inégalités. Le roi Mohamed VI a dénoncé des programmes de soutien et de protection sociale qui empiètent les uns sur les autres et qui pêchent par manque de cohérence et ne parviennent pas à cibler les catégories effectivement éligibles. Mohamed VI demande alors au gouvernement de revoir son modèle social qui creuse dangereusement les inégalités. Et c'est la fin de ce journal. Bonne fête de l'indépendance par anticipation à tous les Béninois. Amandine Anyamboso, merci beaucoup pour la présentation de ce 1945. Agréable soirée à vous. Bonne fête aussi à vous. Bonne fête de l'indépendance. C'est donc demain notre fête nationale. Alors, le grand pour le compte de cette veille de la fête de l'indépendance se poursuit et nous étions avec Monsieur Amadou Saliou,
qui est donc un promoteur d'un établissement privé ici à Cotonou et avec qui donc nous décryptons un peu le certificat d'études primaires. Quel est le visage ou la valeur de ce premier diplôme du cursus scolaire, Agnès Bello? Et je crois que vous étiez sur une question, est-ce à dire que M. Saliou craint qu'on en arrive un jour à 10% ou 0%? Ça ne va pas arriver, je vous rassure. On se le demande, hein, parce qu'il a relevé le fait qu'à chaque année, le taux d'admissibilité regresse dangereusement, n'est-ce pas, M. Amadou Saliou? Oui, je crois que 0%, 10%, tant que les écoles privées existent, on n'aura jamais ce résultat-là. N'est-ce pas? On compte sur les écoles privées pour booster les résultats. Oui. D'accord. Il faut dire que l'année dernière, le littoral était en tête avec 76,82%. Cette année, le littoral maintient la première place avec 92,23%. Dites-nous un peu, comment est-ce que c'est possible un score si intéressant? Oui, madame, le score 92% pour nous, c'est même pas encore un score auquel on attendait. Pour nous, avec ce que les écoles privées ont eu à faire, c'est-à-dire qu'on devait aller au-delà. Parce que en lieu place de 9 mois de travail, les écoles privées ont fait 10 mois. Exactement. Ils ont fait 10 mois. Pendant que de l'autre côté, nos collègues du public ont observé 4 mois. Parce qu'il y a eu beaucoup de bâtiments, il y a eu beaucoup de bâtiments cette année. Après les 4 mois, ils ont eu un mois en plus, avec nous qu'un mois ne peut jamais combler le retard de 4 mois. Totalement, en tout cas. Alors, mais il faut quand si même l'année était vraiment normale, à leur niveau, ce n'était pas 92% qui devait être le Mais résultat. je suis sûre moi, que les 92%, ce n'est pas seulement à l'actif du privé. Je crois qu'il faut aussi louer la façon dont ça s'est passé au niveau du public. C'est aussi à l'actif de ces enseignants-là qui ont accepté mouiller le maillot pour relever le niveau des enfants, afin qu'ils soient capables d'affronter les épreuves en toute sérénité. Oui, madame, vous avez raison, parce que j'avais peur. J'avais peur à la veille des résultats. Je ne m'attendais pas en réalité à 92% par rapport aux 4 mois de grève que les gens ont eu de l'autre côté. Mais il faut, c'est le lieu de remercier au même moment les enseignants donc, du privé que ceux du public, parce qu'ils ont donné le maximum d'eux-mêmes, surtout dans les départements du littoral. Mais justement, pourquoi le littoral? C'est parce qu'il y a plus de candidats au niveau du littoral. Comment ça s'explique que la première place, la plupart du temps, revient au littoral? Il en sera toujours comme ça, parce que quand vous voyez le nombre d'écoles privées que nous avons dans le littoral, d'ailleurs, ce n'est pas le littoral seul. À part le littoral, vous allez voir l'UEME. Oui, l'UEME vient en deuxième place. Vous allez voir le plateau. Bon, à ce niveau, ça ne s'explique pas, mais vous avez l'Atlantique. D'accord. C'est les départements où nous avons un pourcentage élevé des écoles privées. Donc, ça veut dire que ces résultats des écoles privées, de façon, les choses-là viennent accompagner, rehausser le niveau. D'accord. Ouais. Je crois que c'est l'occasion pour rappeler les statistiques en ce qui concerne le CEP 2018. Vous le savez déjà, le taux national, c'est bien 64,44%. Pour le littoral, 92,23%. L'OME, 74,96%. Le plateau, 73,46%. L'Atlantique, 70,89%. Le mono, 67,35%. Le Borkou, 64,04%, le Zou, 61,43%, les collines, 60,59%, le Koufo, 58,37%, la Liborie, 52,57%, la Takora, 49,83%, et la Donga de Karamata-Guattaro, 47,66%. C'est votre département qui tient la l'antenne, Karamata-Guattaro. Mais j'aime pas ce lien
rien, je suis de tous les départements de mon pays. Hein. Je suis béninoise, je suis du littoral, je suis de l'Atlantique, je suis de l'Ouémé, je suis du Plateau, je suis de la Donga et je suis aussi de la Takora, il faut le préciser. Ok, d'accord. Alors, monsieur Amadou, on parlait tantôt du CEP. Voilà, les résultats sont connus. Les admis savent qu'ils sont admis, les recalés aussi le savent. L'après CEP, pour ceux qui sont admis, ce sera quoi? Oui, vous le savez, l'après CEP, il faut aller donc au collège. Il faut aller au collège. C'est les enfants qui ont fait, je crois, 6 ans. 6 ans au primaire. Et c'est le lieu vraiment donc les envoyer au secondaire. Je crois que ça doit être ainsi et c'est toujours comme ça. D'accord. Oui. À part le fait qu'avec le CEP, ces enfants-là, au collège, l'utilité du CEP, à quoi encore peut servir le CEP? Oui, ça va servir, ça peut servir aussi à beaucoup de choses. Vous voyez, c'est ce que nous, on se trompe toujours. Les gens disent pourquoi le CEP, pourquoi le CEP. Avant d'avoir le CEP, il faut faire combien d'années? Il faut faire 6 ans. Oui. Non, bien plus oui, si on comptabilise les 2 années de maternelle ou 3, on avoisine les 9 ans. Merci. Alors, dites-moi, lorsque nous laissons donc le primaire, on va au secondaire, quel est le cycle qui a cette durée et par rapport au cycle primaire? Il n'y en a pas. Pourquoi ne pas valoriser après 9 ans, ne pas donner un diplôme à l'enfant, ne serait-ce que pour le galvaniser? Alors, pour lui doper le moral, lui montrer que c'est une étape déjà qui est... Et laissez-moi vous dire, hein, ces petits-enfants, ils sont tout petits, ils ont 8 ans, ils ont 9 ans, ils ont 10 ans. Mais ils se disent, waouh, donc j'ai un diplôme. Qu'en est-il alors des parents? Les parents sont parfois les plus heureux, n'est-ce pas, mais c'est normal, ça va de soi. Vous savez, à 2 jours de la proclamation donc, de ces résultats, il y avait une évaluation. Les enseignants devaient évaluer les enseignants sur tout le territoire. Je crois que ça a freiné un peu la proclamation des résultats. Nous avons eu des problèmes avec les parents. Le téléphone par ici, les faux, c'est à quand les résultats? Ça veut dire que les parents sont conscients. Ils sont conscients de cet examen-là. Même si l'enfant est encore petit, le parent est conscient. Parce que ce parent-là savait que dans le passé, c'est un diplôme et avec ce diplôme-là, peut-être même le père de cet enfant-là a travaillé avec ce diplôme et peut-être c'est avec ça. Il a travaillé jusqu'à sa retraite. Nos parents, je crois, ont travaillé avec ce premier diplôme, le CEP, s'il vous plaît, chers téléspectateurs. Oui. Et c'est vrai, c'est avec ça qu'ils ont nourri leur famille. D'accord. Il faut dire qu'avant, après le CEP, il y avait ce qu'on appelle le classement, il y avait l'entrée en 6e. Oui. Aujourd'hui, avec le CEP, chaque parent est tenu d'aller inscrire son enfant tout simplement. Est-ce que pour vous, ce ne serait pas bien qu'on puisse peut-être revenir à l'ancienne formule ou trouver une autre formule pour améliorer la chose? Parce que ce n'est pas parce que mon enfant a fait le privé que je tiens à ce qu'il continue peut-être dans le privé. Peut-être que j'aurais souhaité qu'on puisse le classer dans une école publique à la hauteur de l'effort qu'il a fourni pour le CEP. Oui, madame, vous avez percé l'abcès. Vous voyez les enfants qui sont régulièrement inscrits dans les écoles privées, arrivés au CM2 après la réussite, l'État les classe dans les établissements publics. Au lieu de laisser ces parents-là continuer, on les déroute pour les classer dans le public. Bon, mais les parents qui ont les moyens, ils reviennent toujours dans le privé. Bon, ça c'est la politique de l'État. Ça, c'est pas pour ce que moi je pense qui compte. Oui, oui. C'est parce que nous les promoteurs, nous pensons qui compte, mais c'est la politique de l'État. D'accord. Alors ma dernière question pour vous sur ce plateau, du moins, ce serait de savoir si vous êtes satisfait quand même de cette édition du CEP 2018, c'est-à-dire de façon globale, qu'on parle un peu de la gestion même de l'examen, de la façon dont les résultats ont été proclamés et du déroulement de tout ça. Pour vous, est-ce que vous êtes satisfait? Oui, c'est un processus. Ce n'est pas les résultats qu'il faut voir. Il faut voir depuis la rentrée. D'où est-ce qu'on est parti? Où est-ce qu'on est parti? Comment on a évolué? Et il y a eu, avant donc l'examen, il y a une supervision nationale. La supervision, il y a la DEC qui a organisé une supervision nationale. Il y a le cabinet également qui a organisé une supervision nationale, ne serait-ce que pour éviter les fraudes, pour éviter les tricheries, pour avoir vraiment un CEP propre. Et
au-delà de ça, à la correction. Il y a eu des supervisions à chaque étape. Il y a eu de la supervision et c'est tout ça là qui a porté. Aujourd'hui, nous avons un CP propre. On peut s'en réjouir quand même, on peut s'en réjouir avec 64,44%. On se réjouit donc de ce score pour le CEP 2018. Monsieur Amadou Saliou, merci beaucoup. C'est la fin de ce plateau avec vous, Agnès Bello. Merci. Merci à vous, Karamata Agbatao. Demain, vous serez avec Assioum Gaba pour l'émission du 1er août. Mesdames, Messieurs, vous avez compris, c'est le dernier plateau. Et avant de nous quitter, vous savez qu'il y a 2 petits programmes à vous faire passer. C'est déjà un petit tour sur la toile pour voir un peu ce qui s'y passe. ActuWeb. Bonsoir chers amis téléspectateurs, nous sommes mardi 31 juillet 2018, dernier jour d'ailleurs de ce 7e mois de l'année et l'actualité web nous informe plus sur la disparition du vol MH370 de la Malaysia Airlines en 2014. Selon le site d'actualité DHB, impossible de déterminer la cause réelle de la disparition du MH370, a déclaré Tok Sun Chon le lundi 30 juillet 2018. Les investigateurs ont tout de même estimé que les commandes de l'appareil ont été délibérément manipulées, sûrement pour modifier la trajectoire de l'avion. Mais ils n'ont toujours pas pu identifier le ou les responsables. Les familles concernées avaient l'espoir que le mystère de l'aviation civile moderne sera élucidé. C'est tellement décevant, je suis frustrée. Il n'y a rien de nouveau, a déclaré une jeune dame dont le mari était à bord de l'avion volatilisé le 8 mars 2014. Au Bénin, le non-usage des sachets plastiques dans toutes les pharmacies sera en vigueur à partir de demain 1er août 2018, date d'ailleurs qui symbolise la fête de l'indépendance du pays. C'est ce qu'il y a lieu de retenir de la note portant information à la clientèle de l'intersyndicale des pharmaciens du Bénin en date du 15 juillet 2018. En respect de la loi numéro 2017-39 portant interdiction de l'utilisation des sachets plastiques non biodégradables en République du Bénin et entrée en vigueur depuis le 26 décembre 2017, votre pharmacie ne sera plus en mesure de vous donner un emballage lors de vos achats à partir du mercredi 1er août 2018, indique la note. Selon l'intersyndicale, l'objectif est d'assurer la protection de la santé publique. Ainsi dit, les Béninois sont invités à se munir de leurs sacs biodégradables pour emballer leurs produits lors de leur passage en pharmacie. Dans le cas contraire, l'emballage biodégradable vous sera facturé, souligne la dite note. Aujourd'hui, 31 juillet 2018, l'actualité web revient sur la décision pour attirer l'attention de tous et de toutes. Nous allons à présent nous intéresser à la jeune néerlandaise Lieke Martens comme autre information dans cette actualité du web. On ne la connaissait pas, pourtant, elle est l'une des joueuses les plus en vue en Europe. Championne d'Europe avec les Pays-Bas en 2017, l'internationale démontre une fois encore sa potentialité à travers cette vidéo partagée par le FC Barcelone. L'ancienne joueuse du Standard féminin se défoule aisément sur le terrain et prouve qu'elle a une maîtrise en la matière à l'occasion d'une rencontre de préparation du Catalan Club qui lui a ouvert ses portes il y a 1 an. Cependant, nous avons assisté à un débat d'opposition du côté des internautes. Maurice Gondry a commenté cette vidéo en disant, je cite, « Il faut avouer qu'elles sont moins comédiennes que leurs homologues masculins. » Toutefois, rappelons que Lieke Martens avait totalisé 17 buts en 5 apparitions sous le maillot rouge. C'est la fin de cette actualité web. Merci de l'avoir suivi et bonne fête de l'indépendance à chacun et à tous. Merci Fallon Aznelo, merci Marcel Bettero et merci aussi aux monteurs pour ce travail sur ce programme de grand rendez-vous. Alors, comme vous le savez, juste après l'actu web depuis un certain moment, on revoit ensemble la météo, un tour vers le ciel.
Voilà qui s'achève ici le dernier numéro de votre émission du soir sur BB24. Dernier numéro de ce mois de juillet 2018. Demain, c'est un nouveau jour. Demain, c'est un autre mois qui va s'ouvrir et demain c'est le 1er août, la fête de l'indépendance. Bonne fête à tous les Béninois que vous êtes et à vous aussi qui n'êtes pas Béninois, qui nous soutenez donc dans cette célébration. Alors on va se dire tout simplement excellente soirée et portez-vous bien. Au revoir.